Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, comment le Rwanda va réagir suite à l'expulsion de son ambassadeur en poste en République démocratique du Congo. Rappelons que selon Kinshasa, cette décision était motivée par l'appui que Kigali aurait fourni aux rebelles du M23 dans la dernière attaque qu'ils ont menée à l'est du pays et qui s'est soldée par leur conquête des villes de Kiwanja et Rutshuru centre. Le 31e sommet de la Ligue arabe se poursuit ce mercredi en Algérie. La première rencontre de l'organisation depuis le Covid-19 s'est ouverte sur fond de tensions persistantes sur les conflits qui agitent la région, notamment la Syrie et la Libye, et le rapprochement de certains États avec Israël. Et puis, retour sur la conférence internationale Architalk au Cameroun. Cette 6e édition était placée sous le thème local 3.0, comment s'adapter au changement climatique en s'appuyant sur les patrimoines. L'occasion pour présenter le projet Mokolo Green City by 2050. On en parle en fin d'édition. Mais tout d'abord, résolution du conflit tigréen. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis plusieurs semaines sur la guerre du Tigré, a rompu son silence ce mardi 1er novembre dans un reportage réalisé par la télévision publique chinoise. Il a pour la première fois évoqué les négociations en cours en Afrique du Sud avec les autorités du Tigré, dénonçant les ingérences de l'extérieur. Pour rappel, un dialogue a été entamé le 25 octobre dernier à Pretoria dans le but de trouver une issue au conflit qui oppose le gouvernement fédéral aux rebelles du TPLF depuis maintenant 2 ans. Un conflit qui a déjà fait plusieurs milliers de morts et qui menace la stabilité de la Corne de l'Afrique. Au mois d'août, les combats entre les deux parties se sont intensifiés. L'ONU craint une crise humanitaire sans précédent et soupçonne des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le nord de l'Éthiopie. Escalade des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kinshasa continue d'accuser Kigali de soutenir les rebelles du M23 qui, ces dernières semaines, ont pris possession de plusieurs villes à l'est du territoire congolais. Accusations qui se sont récemment soldées par l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. Les autorités rwandaises qui regrettent cette tournure des événements continuent de rejeter ces accusations. Que peut-on attendre de la réaction du Rwanda? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant à Kigali, Fraterne Dakia Isenga. Dans son bureau au ministère des Affaires étrangères, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais est très sollicité. Entre les coups de fil et les entretiens avec les journalistes, Alain Mukurarinda enchaîne pour présenter la réaction de son gouvernement face à l'amplification des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les journalistes veulent savoir ce que le Rwanda compte faire après l'expulsion de son ambassadeur à Kinshasa. Le Rwanda garde toujours le cap. Ce problème doit être résolu via les voies pacifiques. Par les débats, par les discussions. Ça, c'est la posture du Rwanda et qui n'a pas changé. Parce que si on expulse l'ambassadeur et que le Rwanda fait la même chose, est-ce qu'on n'est pas dans l'escalade là? Le Rwanda a décidé, je dirais même que la décision, le communiqué qui a été publié hier, c'est un communiqué de désescalade. On ne va pas faire exactement la même chose. Plusieurs initiatives de médiation ont été mises en place pour résoudre la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, notamment la feuille de route de Luanda, le processus de Nairobi ou encore récemment la rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Apparemment, toutes ces solutions semblent ne pas produire les résultats attendus. Il y a eu également Addis Abeba, il y a eu Afrique du Sud. On peut remonter dans le temps. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire. Il ne faut pas se cacher la vérité. Il y a un manque de volonté politique du côté des autorités congolaises. Aujourd'hui, il faut poser la question. Est-ce que ce qui a été proposé a été mis en application? Tant que ça n'a pas été mis en application, pourquoi voulez-vous qu'il y ait des solutions durables? Deuxièmement, qui est responsable en premier lieu de mettre les solutions proposées, de les appliquer? Est-ce que ce sont les pays limitrophes ou c'est le pays en question où il y a des problèmes?
Dans un communiqué publié le 30 octobre, l'Union africaine rappelle les parties prenantes dans cette crise à privilégier le dialogue. À cet égard, l'organisation appelle toutes les parties à participer de bonne foi au 3e dialogue de paix intercongolais qui se tiendra à Nairobi du 4 au 13 novembre 2022. Pour rappel, le gouvernement congolais reproche au Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui assiègent aujourd'hui plusieurs villes à l'est de la RDC, des allégations que le gouvernement rwandais a toujours niées. La République démocratique du Congo voisine, où des manifestants ont incendié des véhicules de l'ONU à Goma dans la nuit de ce mardi 1er à mercredi 2 novembre pour protester contre la présence de la mission des Nations Unies dans le pays. Les incendies ont commencé après que des rumeurs selon lesquelles l'ONU transportait des rebelles du groupe M23 se soient répandues parmi les personnes déplacées et les habitants de la ville. Notons que lundi 31 octobre, les habitants de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, étaient descendus dans les rues pour manifester contre le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir le groupe rebelle. Les dirigeants de la Ligue arabe sont actuellement réunis à Alger dans le cadre du 31e sommet de l'organisation qui se clôture ce mercredi 2 novembre. L'Algérie, pays hôte, a placé cette rencontre sous le signe du rassemblement et de la réactivation des mécanismes de prévention et de résolution des conflits au sein des pays membres. Rassemblement nécessaire puisque ce sommet s'est en effet ouvert dans un contexte tendu, les États membres ayant des positions divergentes sur de nombreux sujets épineux à l'instar de la Syrie ou encore du rapprochement de certains États avec Israël. Tensions qui ont été illustrées par l'absence de nombreux dirigeants, parmi lesquels le souverain marocain Mohamed VI qui s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Nathalie Mo. Hôte de la 31e édition du sommet de la Ligue arabe du 1er au 2 novembre 2022, l'Algérie place cette rencontre sous le signe du rassemblement. En effet, alors que la pandémie de Covid-19 a empêché la tenue de ces assises pendant 3 ans, des dissensions sont apparues entre les États membres de la Ligue arabe, rapprochement du Maroc et du Soudan avec l'État d'Israël notamment, mais aussi rupture des liens diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc sur fond de conflit au Sahara occidental. Par ailleurs, la normalisation de la situation politique et sécuritaire en Libye va également meubler les débats lors de cette rencontre des chefs d'État de la Ligue arabe. C'est un sommet où participera pratiquement les 2/3 des chefs d'État arabes, des princes, des rois, etc. C'est un sommet qui est face à des défis extrêmement importants. Il y a celui de l'inflation mondiale, des crises internes dans le monde arabe, la Libye, le Yémen, la Syrie, les conflits, le terrorisme. Le sommet de la Ligue arabe en cours est consacré à la réforme de l'organisation qui se compose de 22 pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du Golfe. L'une des préoccupations majeures de cette édition du sommet est la prévention des conflits et la contribution à leur résolution à travers la réactivation de nombreux protocoles, l'initiative arabe de paix de 2002, entre autres. Afin de consolider l'unité des pays arabes, d'atténuer l'impact de ces crises sur les populations arabes et surtout de réformer la Ligue arabe qui est en train de s'essouffler. Vraiment une organisation qui a été créée en 1945 dont les structures ont besoin d'être réformées. L'organisation du 31e sommet de la Ligue des pays arabes est le symbole d'une renaissance de la diplomatie algérienne. Cependant, l'absence du roi du Maroc, Mohamed VI, représenté par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, interpelle des observateurs. Rappelons que lors de la fête du trône en juillet 2022, le souverain chérifien déclarait sa main tendue en direction des autorités algériennes pour un dégel des tensions entre les deux États. Les Ghanéens toujours sceptiques quant à la capacité du président Nana Akufo-Addo à gérer la crise économique actuelle. Dans un discours prononcé le 30 octobre concernant la situation économique, le chef de l'État s'est voulu rassurant. Ce dernier est actuellement en négociation avec le FMI pour un prêt dans le but de faire face à l'inflation record et à l'effondrement de la monnaie nationale. Roberto Bokbe.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo exhorte la population à soutenir sa décision de solliciter un prêt du FMI, le Fonds monétaire international. C'est l'une des mesures prioritaires pour juguler une crise économique qui paralyse ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana, qui a longtemps été le pays africain subsaharien le plus endetté, fait face à une inflation très accrue, une situation qui a poussé de nombreux commerces à fermer leurs portes. Le président mesure l'ampleur du phénomène. We are in a crisis. I do not exaggerate when I say so. Nous sommes en crise. Je n'exagère pas quand je le dis. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire où autant de forces malveillantes se sont réunies en même temps. Mais comme nous l'avons déjà démontré dans d'autres circonstances, nous ferons de cette crise une opportunité pour résoudre non seulement les problèmes urgents à court terme, mais aussi les problèmes structurels à long terme qui continuent de perturber notre économie. But the long-term structural problems that continue to bedevil our economy. Initialement prévu d'ici à 3 semaines, un accord avec le FMI est désormais attendu pour la fin de l'année. Déjà accablé par une forte dette, le Ghana cherche à obtenir un crédit de 3 milliards de dollars pour faire face à l'inflation record de 37% et à l'effondrement de sa monnaie, mais aussi aux difficultés économiques aggravées depuis l'invasion russe en Ukraine. We've gone to the fund to repair in the short term. Nous nous sommes adressés au Fonds monétaire international pour assainir à court terme nos finances publiques et rétablir notre balance des paiements, tout en continuant à travailler sur les changements structurels à moyen et long terme qui sont au cœur de notre objectif de construire une économie ghanéenne robuste et résiliente et de bâtir un Ghana sans aide. Les discussions avec le FMI ont fait naître la crainte que le gouvernement impose des mesures d'austérité qui mettraient un peu plus la population dans une situation difficile. Les législateurs du parti du président Akufo-Addo ont appelé au limogeage du ministre des Finances, accentuant la pression sur le gouvernement. À l'occasion de la journée mondiale des villes s'est tenue au Cameroun la 6e édition de la conférence internationale Architalk. Placée sous le thème « Local 3.0 », comment s'adapter au changement climatique en s'appuyant sur les patrimoines. La rencontre avait pour but de présenter le projet Mokolo Green City by 2050. Ce projet a pour vocation de reconstruire la ville de Mokolo à l'extrême nord du pays, sujette à une pluviométrie dense, source d'inondations et de multiples sinistres. Joël Ballot. En octobre 2022, de fortes pluies ont détruit des ponts, décimé des cultures, fait périr du bétail et ravagé plus de 43 000 personnes dans l'extrême nord du Cameroun. L'excédent d'eau, qui est la cause de ces sinistres, s'explique par la forte pluviométrie et l'absence de canalisation. Avec le projet Mokolo Green City by 2050, présenté par l'architecte camerounais Cédric Stamban, à l'occasion de la 6e édition de la conférence internationale Architalk, le directeur général de Chorus Architecture veut faire de Mokolo une ville écologique qui réponde aux exigences d'urbanisation. Mokolo 2050 est porté par la volonté des collectivités de la ville de Mokolo. Le concept met en valeur les atouts de la ville de Mokolo de façon autant utopique que pragmatique, bien sûr. Les matériaux de la ville, la culture de la ville, les formes, les symboles, mais surtout le potentiel qu'on peut développer dans cette ville-là. Actuellement, plus de 37,73% des terres sont occupées par des lotissements pour seulement 1% de verdure. Cependant, d'ici 2050, l'objectif du projet Mokolo Green City est de passer à une surface bâtie de 2,17% avec 37,12% d'espace vert. De façon concrète, il y aura autant de logements, mais exploités en hauteur et non en largeur. Plus d'espace vert, plus de voies de circulation pour réduire l'excédent d'eau. Avec le projet Mokolo 2050, la ville de Mokolo, je pense que c'est une belle initiative. En prenant en compte ou en considération les différents aspects ou les différents problèmes d'une ville, ça nous donne de voir un peu plus loin comment est-ce qu'on peut faire avec les ressources qu'on a. Bien que cette vision soit une approche moins coûteuse et plus écologique pour nombre d'intervenants, la faisabilité reste encore à revoir. Mokolo Green City by 2050 demande une volonté commune du gouvernement, des organisations, de la population. Pour l'heure, les finances mobilisées pour sa matérialisation, comme l'indique Cédric Stamban, émanent de l'initiative de Chorus Architecture qui ne demande qu'à être appuyée pour offrir un avenir meilleur aux populations de Mokolo.
Également dans l'actualité, l'Égypte célèbre cette année le centenaire de la découverte du tombeau du pharaon Toutankhamon. La découverte de sa tombe, vieille de 3000 ans, avait marqué un tournant dans l'archéologie. Toutankhamon est perçu comme le symbole ultime de la gloire de l'Égypte ancienne. Il est devenu le pharaon égyptien antique le plus célèbre au monde grâce à l'état incroyable dans lequel a été découvert sa dernière demeure en 1922 et aux objets funéraires trouvés à côté de son corps. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.